Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans le menteur de Corneille, au-delà de Dorante, il y a beaucoup d'autres menteurs. Et oui, bien que Dorante soit évidemment le menteur principal qui donne son titre à la pièce, eh bien, il est loin d'être le seul à recourir au mensonge ou à la dissimulation dans le menteur de Corneille. En réalité, presque tous les personnages à un moment ou un autre s'adonnent à des formes variées de tromperie, de dissimulation, de mensonge. Et on pourrait même dire que c'est un système généralisé du mensonge, et en tout cas, c'est de cela dont on va parler dans cet épisode. Alors, notre analyse, elle va se faire en 4 parties. D'abord, on va examiner les faux semblants de Clarisse, puis le stratagème élaboré conjointement par Clarisse et Lucrèce. Ensuite, on se penchera sur les dissimulations de Sabine, la suivante de Lucrèce, et puis enfin, on verra comment Cliton, le valet de Dorante, finit lui aussi par jouer le jeu du mensonge. Alors, on va commencer avec Clarisse et ses faux semblants. Alors, dès le début de la pièce, Clarisse utilise la dissimulation pour attirer l'attention de Dorante. Et c'est dans l'acte 1, évidemment, dans la scène 2, qu'elle feint de trébucher pour créer en réalité un contact avec lui. Clarisse faisant un faux pas et comme se laissant choir, dit la didascalie. Et elle ne dit qu'une interjection « Aïe !» Et Dorante, lui prenant la main, lui répond « Et c'est pour moi, madame, un bonheur souverain que cette occasion de vous donner la main. » Et à ce moment-là, il y a bien un contact qui est fait. Mais ce contact, il vient d'une fausse manœuvre, enfin d'une manœuvre qui est tout à fait volontaire de Clarisse, mais qui est en fait une tromperie, un mensonge, et la didascalie est très claire là-dessus, faisant un faux pas et comme se laissant choir, donc tomber. Et elle provoque donc ce contact physique avec lui, ce petit mensonge par l'action en fait, crée une situation qui est comique et qui est surtout galante. Clarisse utilise une ruse, une mise en scène corporelle pour provoquer une rencontre qui semble fortuite, qui semble fait du hasard, mais qui en réalité est tout à fait calculée. Et c'est un geste qui s'inscrit parfaitement dans les codes de séduction de l'époque où la dissimulation fait partie intégrante du jeu amoureux. Cette scène initiale, d'ailleurs, elle est révélatrice. Elle nous montre d'emblée que le mensonge n'est pas l'apanage, le monopole du seul Dorante, mais qu'il constitue un mode de relation sociale qui est partagé par tout le monde. Et la différence entre Clarisse et Dorante, eh bien, elle réside moins dans le recours au mensonge que dans son ampleur et dans sa nature, puisque évidemment c'est beaucoup plus important chez Dorante, et c'est un vrai système. Alors maintenant, deuxième point, le stratagème de Clarisse et de Lucrèce. C'est plus significatif encore de voir ce stratagème que mettent en place Clarisse et Lucrèce pour confondre Dorante. À l'acte 2, un petit peu après, dans la scène 2, Isabelle, qui est la suivante de Clarisse, propose une ruse. L'invention est belle et Lucrèce aisément se résoudra pour moi d'écrire un compliment, dit Clarisse. Et le stratagème consiste ici pour Clarisse à se faire passer pour Lucrèce pour rencontrer Dorante sans éveiller la jalousie d'Alcippe qui est son fiancé. Et les deux jeunes femmes entrent de cette façon-là dans un jeu de substitution d'identité qui va d'ailleurs considérablement compliquer l'intrigue pour nous, les spectateurs et les spectatrices, et créer plus tard de très nombreux quiproquos. Ce mensonge collectif, on peut dire de groupe, il ajoute une couche supplémentaire à la comédie des apparences. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer que les jeunes femmes utilisent le mensonge précisément pour confondre le menteur, pour le prendre en quelque sorte à son propre piège. Elles opposent à ces inventions complètement extravagantes une forme de contre-mensonge qui est plus subtile peut-être, mais qui est tout aussi efficace. Et cette situation crée une mise en abîme du mensonge. On peut le dire comme ça, puisque Dorante ment sur son identité, sur son passé, ses actions, son caractère, son expérience d'aristocrate, de guerrier, etc. Tandis que Clarisse ment sur son identité elle-même, c'est-à-dire sur son nom. Et il en résulte une confusion
générale où la vérité, même pour nous d'ailleurs, parce que c'est une pièce qui est difficile à lire, à comprendre et même à regarder en tant que spectateur ou spectatrice en particulier pour ça, parce que la vérité, elle devient de plus en plus difficile à discerner, autant pour les personnages eux-mêmes que pour nous. Et à l'acte 3, scène 5, le stratagème des deux femmes atteint son point culminant quand Dorante, qui pense parler à Lucrèce, déclare en réalité son amour à Clarisse, qui se fait passer pour son amie. Dorante s'exprime de cette façon. « Oui, Lucrèce, c'est moi qui, de votre beauté, tout entier se consacre à votre déité. » Et cette scène est d'autant plus comique que Clarisse connaît déjà les mensonges de Dorante et cherche à le confondre, puisqu'elle répond « Quoi ? Vous m'osez aimer ? Et n'avez pas de honte, vous me parlant d'amour, d'être aussi tout de compte ?» Et le spectateur, donc qui connaît la vérité, rit évidemment de ce double malentendu où chacun croit duper l'autre alors qu'il est lui-même dupé à un autre niveau. Un autre personnage qui ment, eh bien, c'est Sabine. Sabine, c'est la suivante de Lucrèce, qui joue aussi un double jeu, en particulier quand elle prétend que Lucrèce a déchiré la lettre de Dorante. Plus tard, elle lui avoue, c'est dans la scène 7 de l'acte 4, elle avoue à Cliton d'abord que c'était un mensonge. Peut-être que tu mens aussi bien que lui, aussi bien comme lui, dit-elle. Mais Sabine accepte l'argent de Dorante tout en servant les intérêts de sa maîtresse. Et donc, ces petits mensonges, ces petites dissimulations créent des situations comiques, en particulier lorsqu'elle joue sur la crédulité de Dorante et de Cliton. Et ce qui est particulièrement intéressant avec Sabine, c'est qu'elle représente une forme de mensonge plus pragmatique, plus intéressé. Et si Dorante lui ment par plaisir, par art, eh bien Sabine ment par intérêt, pour manipuler les situations à son avantage et parfois à celui de sa maîtresse. Elle incarne une autre facette du mensonge qui est plus proche de la ruse traditionnelle des servantes de comédie. Et puis toujours avec les personnages secondaires, on va dire, il y a Cliton. Cliton, il est exaspéré par les mensonges de son maître, mais il finit par jouer le jeu, puisqu'il devient complice, parfois d'ailleurs malgré lui, des inventions de Dorante, ce qui crée des situations comiques où il doit improviser pour soutenir les mensonges de son maître. À l'acte 3, scène 4, Cliton plaisante d'ailleurs sur les qualités supposées de Lucrèce à mentir elle aussi. Si comme vous, Lucrèce excellait à mentir, le divertissement serait rare ou je meurs. Cette réplique, elle est révélatrice de la façon dont Cliton perçoit le mensonge, c'est-à-dire comme un divertissement, un jeu d'esprit, en tout cas à ce moment-là où il n'est pas exaspéré par son maître, un jeu d'esprit qui peut être apprécié pour sa virtuosité. Il y a chez lui une forme d'admiration qui est un peu ambiguë, parce que parfois il la trouve insupportable, pour le talent de menteur de son maître Dorante, même donc s'il en condamne moralement les excès. Et Cliton, il joue le rôle d'un commentateur lucide des mensonges qui l'entourent. Sa position, on pourrait dire qu'elle est un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est ni tout à fait dupe, comme certains des personnages, ni entièrement complice du mensonge, comme Dorante. Il représente en quelque sorte la conscience morale de la pièce, tout en cédant parfois lui-même à la tentation du mensonge. En tout cas, tous ces exemples nous montrent que le mensonge dans le menteur est bien plus qu'un trait de caractère du personnage principal. C'est un système généralisé qui structure l'ensemble des relations entre les personnages. Chacun ment à sa manière. Dorante par plaisir, par art, Clarisse et Lucrèce par stratégie amoureuse, Sabine par intérêt, et Cliton, d'une certaine manière, par obligation, même si il a des réactions aussi un peu ambiguës avec le mensonge. Ces mensonges des uns et des autres s'entrecroisent, se répondent et créent un réseau qui est complexe, qui rend la pièce parfois difficile à comprendre d'ailleurs, de tromperie, de quiproquos, et qui fait en tout cas toute la richesse comique de cette pièce. Ce système généralisé du mensonge, il permet à Corneille de créer aussi une réflexion, on va en parler un petit peu plus tard, sur la nature de la vérité, de l'apparence, en particulier dans les relations sociales. Puisque si tout le monde ment à des degrés divers, eh bien on peut se demander où se situe la vérité, et même si elle existe. Et peut-être, comme le suggère la pièce, dans les sentiments authentiques, est-ce qu'il faut trouver quelque chose qui soit vraiment authentique et qui puisse émerger malgré tous les artifices.
On a le sentiment, en tout cas on peut le dire déjà comme ça, que tout ça suggère que le mensonge est peut-être un peu inhérent à la vie sociale, surtout dans ce monde de la galanterie parisienne nouvelle, où les apparences et les codes jouent un rôle qui est tellement important. Dans notre prochain épisode, on verra en tout cas comment tous ces mensonges qui viennent de Dorante ou des autres personnages engendrent des situations comiques qui font le sel de cette pièce. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur les mensonges des autres personnages que le menteur. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao! You lay there on the kitchen floor. It seems like